Bonjour Sylvain, ravi de te trouver de nouveau de retour de la Syrie. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, camarade. Bonsoir et merci de me réinviter, ça fait très plaisir d'être avec vous. Ouais. Merci beaucoup. De retour de la Syrie, comment tu as trouvé la Syrie lors de ta dernière visite? On est dans une période de transition en fait en Syrie qui est pleine d'instabilité. On a vu, il y a eu une succession d'épisodes de violence qui ont touché plusieurs théâtres, plusieurs régions. Donc globalement, on a un pouvoir central qui est dominé par des mouvements plutôt islamisés et qui entendent en fait imposer un peu leur hégémonie sur les institutions politiques. Le problème, c'est que la Syrie, c'est pas seulement des communautés musulmanes sunnites, arabes, c'est aussi des chrétiens, des Kurdes, des Druzes, des Alaouites, et que en fait ces gens-là se trouvent un peu, pour la plupart, pas tous évidemment, mais beaucoup se retrouvent un peu marginalisés, et certains en fait ont tendance à s'organiser pour faire front face à en fait ce nouveau gouvernement de transition, comme il s'appelle, qui essaye un peu d'imposer son hégémonie sur des régions en périphérie en fait du pays. Donc on a le sud druze, le sud-ouest druze, on a la côte alaouite à l'ouest et le nord-est où les Kurdes sont prédominants. Voilà. Comment Donc tu dans ces... expliques, Sylvain, le monopole autoritaire exercé par Ahmed Charah dès son arrivée au pouvoir? Il a exclu même ses alliés classiques, il a exclu l'opposition démocratique, soi-disant démocratique syrienne, il a tout pris. Ouais. Pris en excluant les minorités, les autres compositions Mmh. de la société syrienne et tout. Au début, j'ai vu quelques analystes, par exemple, analystes spécialistes de la Syrie, ils ont dit non, il faut donner de la chance, du temps à Ahmed Charah. J'ai vu, par exemple, notre ami Ziad Majd qui m'a surpris. Hein. Non, Ahmed Charah, il va être un démocrate et tout. La réalité est complètement différente. C'est drôle parce que j'en ai parlé avec Ziad il y a peut-être un mois ou deux. Il avait dit ça à la radio en décembre. Hein, donc on était à peine quelques jours ou semaines après le renversement du régime de Bachar al-Assad. Et j'en ai parlé avec lui en avril, je crois. Et il m'a dit que depuis, il avait bien déchanté. Donc je pense qu'on avait beaucoup envie d'y croire, en fait, parce que le changement de régime s'est fait de manière assez non violente, on va dire. Il n'y a pas eu de gros massacres, de grandes batailles à ce moment-là. Et donc, on avait envie de croire que les choses allaient continuer comme ça. Le problème, c'est que, et pour revenir à ce que tu disais sur le fait qu'Ahmed Charah a mis ses alliés traditionnels sur la sellette, c'est pas tout à fait vrai. En fait, Ahmed Charah, c'est quand même un pragmatique et il a essayé en fait de se mettre dans la poche une grande partie d'acteurs, notamment des acteurs religieux, des gens qui ont du pouvoir économique aussi, les hommes d'affaires. Il a beaucoup fait de tractations avec les hommes d'affaires qui travaillaient avec Bachar al-Assad avant, pour en fait trouver les moyens de relancer l'économie un tant soit peu avant que les sanctions soient levées. Donc il a à la fois une approche pragmatique sur le court terme, mais sur le long terme, on voit qu'il y a un projet en fait de mettre un peu la Syrie sous la coupe de son projet qui passe aussi par des influences étrangères, hein, les deux plus grandes étant la Turquie et l'Arabie Saoudite, qui investissent dans le pays. La Turquie a commencé cette semaine d'ailleurs à entraîner des cadres et des conseillers militaires syriens, donc ils vont venir ensuite encadrer l'armée syrienne en devenir, en formation. L'Arabie Saoudite a investi plus de 6 milliards
6 milliards et demi dans l'économie, dans les derniers contrats qui ont été signés en juillet. Donc, il y a 3 milliards pour le BTP, les bâtiments, travaux publics et infrastructures. Il y a 1 milliard pour les télécommunications. Donc, tout ça, c'est des choses qui font que, en fait, Ahmed Shara, il est lié avec ces États. Il est lié dans une stratégie régionale et derrière, il se retrouve aussi en position de force parce qu'il est proche ensuite de ces dirigeants-là, qui sont des dirigeants qui n'ont pas forcément la démocratie trop non plus comme modèle de gestion de leur pays. Hein, et donc, il ne faut pas s'étonner ensuite que le modèle de transition qu'on a actuel, c'est des ministres de transition qui ont été nommés et non pas élus. C'est que on peut l'appeler régime, hein, le nouveau régime actuel, c'est en fait donner une période de 3 à 5 ans, ce qui est énorme quand on y pense, pour mettre en place une transition politique, réformer les institutions, réformer la Constitution aussi. Et on va voir, on a des signaux de temps en temps qui sont assez positifs. Et ça, c'est surtout du point de vue économique. C'est-à-dire que la levée des sanctions, ça est en train de changer la vie des Syriens. La livre syrienne... Quelque chose qui m'interroge, il me paraît bizarre que c'est la première fois qu'on voit que les Qatariens et les Saoudiens sont d'accord pour le même allié. Ahmed Shara, c'est l'allié des Qatariens, un allié classique depuis son appartenance avec ces groupes djihadistes et tout, et le nouveau allié de l'Arabie Saoudite, le nouveau protégé de l'Arabie Saoudite. Nous sommes habitués à une sorte de confrontation diplomatique entre de terrain, de concurrence entre l'Arabie Saoudite et les Qatariens. On voit la Syrie unifier les deux, les Saoudiens et les Qatariens. Comment tu peux nous expliquer ça? Bon, on a quand même... Ouais, alors déjà, le dégel un peu des tensions entre le Qatar et l'Arabie Saoudite est pas toute récente, hein, ça fait plusieurs années. Le moment le plus symbolique, ça a été même la Coupe du Monde au Qatar, où Mohammed Ben Salman s'est rendu à Doha. Si je me souviens bien, il a soutenu même l'équipe qatari, ou c'est l'inverse, c'est le cheikh qatari qui avait soutenu l'équipe saoudienne. Donc il y avait ces symboles-là qui étaient déjà en place. Mais ce qui s'est passé en fait depuis 2 ans, depuis la guerre à Gaza, en Palestine, c'est que les bouleversements dans la région sont tels, c'est-à-dire que le renversement du régime, l'écrasement du Hezbollah au Liban, l'affaiblissement de l'Iran, notamment avec la dernière guerre il y a 1 mois et demi qui a duré 12 jours, tout ça, en fait, c'est le signe qu'il y a un remaniement géopolitique important et que dans ce remaniement, en fait, la crise entre les Qataris et les Saoudiens, elle est plus d'actualité. Et ces régimes-là ont en fait se sont rendus compte qu'ils ont plus à gagner à coopérer, surtout que en plus la chute de Bachar el-Assad fait que la Syrie redevient un terrain où ils peuvent investir, où ils peuvent trouver des intérêts géostratégiques, économiques communs, notamment un intérêt avec un gazoduc qui partirait du Qatar, qui traverserait l'Arabie Saoudite et qui viendrait ensuite déboucher sur la Méditerranée. Donc ça, c'est un débouché énorme pour ces deux pays-là et qui ont tout intérêt en fait à cajoler Ahmed Shara et à s'assurer en fait que la stabilité, il y a un semblant, un minimum de stabilité reste en Syrie pour arriver en fait à développer ces méga projets énergétiques. Oui. L'autre épreuve majeure pour Ahmed Shara, c'est les minorités. Après les scènes terribles de Sahel où on a accusé Ahmed Shara de la commodité, de la protection des criminels qui ont commis ces massacres, des questions concernant cette commission d'enquête qui n'a pas vu
on n'a pas vu la naissance de ce rapport jusqu'à maintenant. Maintenant, il y a le défi avec les Druzes, des appels à la séparation, des appels à l'alignement géographique territorial avec Israël, des menaces et des actes de protection, d'agression militaire menés par Israël pour protéger les Druzes. Jusqu'à maintenant, il y a des confrontations. Ahmed Shara, devant l'incapacité de normaliser les relations avec les Druzes, il a pu normaliser avec le PKK, avec les Kurdes, malgré les critiques, malgré aussi des informations qui circulent sur la fragilité de cet accord. Comment tu vois la situation des minorités, sans oublier aussi la fragilité sécuritaire concernant les chrétiens de la Syrie? Ouais, mais c'est une question capitale en fait pour l'avenir de la Syrie et pour toutes ces communautés. Donc pour rappel un peu, on évalue la population arabe sunnite, donc la grosse majorité en Syrie à environ 60% à 70%. Ensuite, on a 10% d'alaouites et ensuite, on a les Kurdes et les Druzes qui sont environ à 5% de la population. Voilà. Et ensuite, on a tout un chapelet de micro-communautés qui sont plus ou moins proches de telle ou telle confession. Voilà. Donc, tous ces groupes-là, en fait, ne se retrouvent pas du tout dans un régime dominé par des mouvements politico-militaires inspirés de l'islam politique. Ça ne leur plaît pas parce que derrière, il y a des volontés d'imposer la charia, des volontés en fait de marginaliser ces groupes, de les discriminer. Et on l'a vu dès la chute du régime. La chute du régime, le mausolée du fondateur de la communauté alaouite à Alep a été brûlé par des hommes armés. Et ensuite, ça a débouché sur les massacres qu'on connaît de la plaine, comme tu l'as mentionné, et les derniers massacres à Souaïda. Donc la différence entre les deux, c'est que les alaouites ne sont pas organisés, ne sont pas structurés politiquement, militairement. On a ce que le gouvernement de transition a appelé les résidus du régime qui ont fait des attaques. Ils ne représentent pas du tout la communauté alaouite. Chez les Druzes, en revanche, on a des mouvements politico-militaires qui sont bien organisés, mais qui sont pas assez conséquents, pas assez bien armés et trop peu nombreux face en fait à la force de frappe des groupes armés du régime et aussi des groupes armés bédouins tribaux, en fait, des tribus du sud de la Syrie. Et en fait, c'est important de comprendre qu'il y a des rivalités qui sont très anciennes, qui ont plusieurs siècles, entre Druzes et communautés tribales bédouines dans le Hauran, c'est-à-dire la région du sud de la Syrie. Et ça, c'est quelque chose qui a été exploité par Damas, donc par Ahmed Shara, pour en fait trouver une excuse pour venir mettre la pression et mettre la région druze de Souaïda sous la coupe du régime. Bon, or, ce qui s'est passé, c'est que la carte israélienne a été jouée par une milice dans le sud, et en fait, ça a bloqué le projet d'hégémonie de Ahmed Shara dans la région de Souaïda. Le problème, en fait, ce qu'on voit, c'est que on est en train d'opposer, on a mis un chou entre deux loups, c'est-à-dire Damas et Tel Aviv. Et le projet israélien, c'est pas de libérer en fait les Druzes du tout. Le projet israélien, c'est de s'étendre. C'est un projet expansionniste et en instrumentalisant évidemment la communauté druze. Donc la majorité des Druzes sont tout à fait conscients de ça. Les Druzes ont joué un rôle capital en fait dans la conscience nationale, la résistance face à l'occupation française et au développement de l'identité de l'État syrien. Donc, ce sont des patriotes autant que les autres. En revanche, même les Druzes, permets-moi Sylvain, même les Druzes du Golan, ils ne reconnaissent pas jusqu'à maintenant l'autorité israélienne. Même oui.
Oui, bah, bien sûr, bah, parce qu'ils ont grandi en fait avec ces valeurs, les valeurs nationalistes syriennes et arabes aussi. Il ne faut pas oublier, ce sont des Arabes et ils ont cette identité-là. Voilà. Donc après, il y a la question kurde. Donc là, on rentre dans une autre dimension parce que elle compte. Elle implique aussi la Turquie, puisque la question kurde est une question très sensible pour la Turquie, qui a un peu le même problème que Damas, au sens où il ne supporte pas l'expression des minorités. Et en fait, ce que Ahmed Shara est en train de faire, c'est de recycler les vieilles idées baasistes qui sont de vouloir marginaliser, voire éradiquer toute forme en fait de divergence identitaire, culturelle, qui n'est pas arabe. Et en plus de ça, il ajoute musulmane. Voilà, donc évidemment, les Kurdes sont sunnites de tradition, mais c'est l'identité kurde qui pose problème. Et les Kurdes en Syrie, comme on le sait, ils sont très bien organisés. Les forces démocratiques syriennes, dont les Kurdes sont membres, c'est environ 150 000 combattants. Ils sont armés, entraînés par la coalition menée par les États-Unis depuis plus de 10 ans. Et donc, c'est peu envisageable en fait que les choses se résoudent de manière aussi anarchique, on va dire. Donc, il y a des négociations qui sont en cours depuis plusieurs mois. Le 10 mars dernier, on a eu un premier accord qui a été signé, mais qui n'a pas été respecté. Et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu les massacres alaouites et ensuite les massacres contre les Druzes, ou disons entre Druzes et Bédouins, parce qu'il y a aussi eu des massacres de Bédouins commis par des milices druzes. Donc tout ça pour dire que les Kurdes se retrouvent un peu dans la même situation, en train de négocier leur autonomie, négocier une forme de subsistance dans la Syrie de demain. Et bon, rien n'est encore certain, mais les dernières informations quand même font état du fait que le régime de Damas envisage de faire une opération pour conquérir Raqqa et le reste de la province de Deir ez-Zor si jamais les négociations avec les Kurdes n'aboutissent pas. Donc il y a des gens qui sont proches du régime qui ont soufflé ça à la presse ces derniers jours en disant que à l'automne qui vient, il pourrait y avoir une opération militaire limitée contre Raqqa et les parties de la province de Deir ez-Zor qui sont au nord de l'Euphrate. Voilà. Oui. Oui. Sylvain, parmi les autres défis de Ahmed Shara, c'est la réalisation de la justice de transition, etc., puisqu'on a vu des opérations de vengeance, d'épuration au sein de la fonction publique, au sein de services de l'armée, l'absence même de traitement respectueux pour quelques prisonniers politiques, vengeance au sein de la communauté alaouite, des pratiques vraiment inhumaines et tout. Comment tu expliques ça? Les troupes de Ahmed Shara intégrées au sein de l'appareil de l'État continuent à réagir comme des milices djihadistes et non pas comme des représentants de loi au sein de l'État. Oui, bien sûr. Non, mais c'est tout le problème en fait. Bon, ça ramène à des questions classiques de politique, l'hégémonie de l'usage de la violence, les questions weberiennes qu'on pose. L'État est censé être le seul garant de l'ordre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que régulièrement, on voit que les milices qui sont en fait censées être sous la coupe du régime agissent de manière indépendante. Et plus grave encore, parfois agissent avec l'assentiment, voire l'impulsion du régime pour attaquer des groupes et commettre des exactions. Donc ça, c'est ce qu'on a vu à Latakié, on l'a vu à Tartus contre les Alaouites et à Souaïda contre les Druzes. Donc ça dénote que en fait les hommes
c'est principalement des hommes, il y a quelques femmes, mais les hommes qui sont aujourd'hui au pouvoir à Damas n'ont pas une culture en fait de l'état de droit, tout simplement. Ils jonglent avec des réformes de transition, etc. Mais tout ça, en fait, c'est un jeu pendant lequel, en fait, ils sont en train d'asseoir leur domination et d'établir un système dans lequel, en fait, ils vont pouvoir perpétuer leur domination sur l'État. Donc moi, je demande à voir les prochaines élections en Syrie, mais on va s'acheminer en fait sur un modèle un peu à l'irakienne où on va avoir des gros blocs politiques assez corrompus, qui ont des groupes armés qui agissent en sous-main dès qu'il y a besoin et qui contrôlent les élections, qui ont une base électorale complètement endoctrinée et qui ne donc la culture démocratique ne va pas se développer comme ça tant qu'il y aura ces milices en fait qui continuent d'exister et qui sèment le chaos dès que en fait ça arrange tel ou tel acteur. Oui. Beaucoup de questions concernant la position, les réactions, la relation de Ahmed Shara avec Israël. Beaucoup des informations diplomatiques ont confirmé qu'il y avait des discussions directes à Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est devenu un foyer diplomatique, un foyer militaire, un foyer de renseignement au service d'Israël, au service d'Israël. Ahmed Shara n'a pas arrêté aussi d'envoyer des messages d'amour indirect à Israël, que nous ne sommes pas des ennemis. On a un ennemi commun, c'est l'Iran, la République islamique de l'Iran, et surtout les proxys qui se trouvent à proximité de la Syrie, c'est Hezbollah. Ahmed Shara a rendu des services aussi indirects, puisque les appareils sécuritaires de Ahmed Shara ont attaqué même les fractions palestiniennes à Damas. Ils ont saisi les armes, soi-disant sous cette histoire de restitution de corps de l'ancien pilote israélien et tout, mais surtout on évoque la participation de Ahmed Shara dans un projet de déstabilisation de Liban à travers l'envoi des groupes, à travers les services de renseignement, à travers la provocation sur les frontières de Hezbollah. Et peut-être que Ahmed Shara va ouvrir le chemin pour Israël, pour attaquer les groupes de Hezbollah à travers les frontières de Baalbek. Qu'est-ce que tu dis, Sylvain? Ouais, ben ça pose beaucoup de questions. Mais d'ailleurs, il y a quelques jours, les Israéliens ont fait une opération dans le Djebel Sheikh. Donc c'est en fait la montagne à la frontière entre le Golan, le Liban et la Syrie, et ont arrêté ce qu'ils présentent comme des contrebandiers qui étaient en train d'amener des armes au Liban. Donc ça montre bien que le projet d'Israël, c'est bien de garder le contrôle de la région et de continuer d'asseoir leur hégémonie. Donc, concernant Ahmed Shara par rapport à Israël, il faut comprendre que il est pas arrivé au pouvoir par hasard et le fait qu'il soit arrivé au pouvoir si facilement, le 8 décembre dernier, c'est parce qu'il a des nouveaux parrains. Donc, on a parlé des parrains saoudiens, on a parlé des parrains turcs, mais je m'excuse, c'est le blanchissement. On a tout oublié, ses crimes, on a oublié son ancienne appartenance à l'État islamique. Ça y est, il tapis rouge à l'Élysée et tout. Bien sûr. Ben, c'est parce que, voilà, donc les nouveaux parrains dont je voulais parler, c'est l'Occident. C'est que, en fait, Hayat al-Sham, donc le mouvement militaire qu'il dominait jusqu'à sa soi-disant dissolution en janvier dernier, Hayat al-Sham s'est rapproché des services de renseignement britanniques et français notamment, en plus des Turcs évidemment depuis longtemps. Et donc ce sont des services de renseignement qui ont joué un rôle clé dans l'offensive contre le régime de Bachar al-Assad en novembre et décembre dernier. Et derrière, Ahmed Shara a bénéficié
des services d'organisation pour nettoyer l'image en fait des politiciens, et aussi d'organisations qui font en fait du networking pour les mouvements politiques et les États. Voilà. Donc il s'appelle Powell, j'ai oublié son prénom, le patron de cette boîte qui s'appelle Intermediate, et c'est un proche de Tony Blair. Voilà, ça donne un peu une idée de l'univers dans lequel ces gens fonctionnent. Et c'est pas par hasard en fait que au dernier Davos, le ministre des Affaires étrangères autoproclamé, enfin auto-nommé, Assad El-Shaibani, était présent à Davos, alors qu'il il était censé être recherché pour ses liens avec Al-Qaïda. Donc tout ça montre que en fait, à partir du moment où les puissants considèrent que tel ou tel acteur est de notre côté, toutes les critiques passées, les mandats d'arrêt et ensuite les sanctions finissent par tomber, et on se retrouve à avoir même ces gens-là gérer un État, commettre des massacres, sans que en fait les chancelleries occidentales ne viennent pointer les droits de l'homme, comme ils savent si bien le faire dès qu'on s'en prend à la Russie, à la Corée du Nord, ou à je ne sais quel régime, l'Iran, etc., etc. Donc là, on est clairement dans un cas de 2 poids 2 mesures qui pose question, hein. Mais enfin, on veut dire, on a eu des levées des sanctions pendant les massacres. C'est complètement ahurissant, quoi. Et on a blanchi l'ardoise pour tous les crimes commis. Et j'en reviens d'ailleurs à la question de la transition qu'on n'a pas traité jusqu'au bout. Les Syriens attendent une justice transitionnelle pour les crimes commis depuis le 8 décembre, mais aussi pour ceux commis avant. Et ce qui bloque aussi Ahmed Shara, c'est que lui, il a commis tellement de crimes pendant la guerre qu'il n'a pas envie en fait qu'on ouvre les cartons et qu'on déballe les histoires. Et en plus de cela, il a toujours des prisons secrètes à Idlib, et qu'il a bien sûr aussi ouvert dans toutes les provinces qu'il contrôle maintenant. Et dans ces prisons, il se passe des choses qu'il n'a pas forcément envie en fait de dévoiler au reste du monde, quoi. Et concernant l'Iran, l'entourage de Ahmed Shara n'a pas cessé de diaboliser l'Iran en disant que l'Iran est en train de préparer les Alaouites, en train d'armer les Alaouites pour déstabiliser la Syrie. L'Iran est en train de recruter les anciens officiers de Bachar al-Assad dans le cadre de ces troupes qui ont pris la fuite vers les montagnes, l'entourage de Tartous et tout. Et que la prochaine guerre, ce sera entre l'Iran et la Syrie. Moi, j'ai du mal à voir ça tout de suite. Après, tout est possible hein, avec le Moyen-Orient, mais bon, déjà, il n'y a pas de frontière commune, donc ça sera forcément une guerre par procuration, et donc à ce moment-là, ce sera une guerre en Irak. Mais j'ai du mal à imaginer ça parce que les deux sont trop faibles à l'heure actuelle. L'Iran est affaibli après la guerre de 12 jours avec Israël, et la Syrie est en train de se reconstruire, n'a pas du tout les moyens, surtout après les frappes israéliennes, d'aller mener un combat contre l'Iran. En revanche, il y a des communautés chiites, pas seulement alaouites d'ailleurs, hein, les alaouites étant une branche assez marginale et éloignée du chiite orthodoxe, on va dire, du schisme orthodoxe, mais il y a aussi des chiites duodécimains, des chiites ismaélites, et donc ces communautés-là, elles sont effectivement discriminées. Tous les jours, hein, tous les jours, il y a les comptes qui ont été faits. Tous les jours, il y a des kidnappings, il y a des meurtres, il y a des liquidations en Iran de Zainabites, les Zainabites. Voilà, voilà, qui visent la communauté alaouite mais aussi chrétienne. Moi, j'ai des amis chrétiens d'un village et ils ont des visites de temps en temps de miliciens barbus sur leur pick-up avec la mitraillette au dos du pick-up, qui viennent leur dire que ce sera bientôt leur tour.
Voilà, ça c'est des choses qui se passent en Syrie actuellement. Donc c'est très problématique et on n'est pas prêt en fait. Le fait de donner le blanc-seing, c'est-à-dire de collaborer, de coopérer avec un régime pareil, sans mettre aucune comment dire, aucune ligne rouge, aucune pression pour qu'il fasse respecter un tant soit peu le droit et fasse protéger ces communautés-là, au-delà des paroles, parce que les paroles, il les a, il sait très bien parler, Ahmed Chara, ça pose énormément de problèmes, clairement. Donc, concernant l'Iran, moi, je ne vois pas de confrontation parce que l'Iran n'est pas en mesure d'aller mener une guerre aussi loin, et la Syrie, c'est pareil. Mais les communautés chiites peuvent être ciblées, et c'est le cas en Syrie. Ce qu'on a vu aussi récemment là, c'est que le régime iranien essaye un peu de copier les Russes, c'est-à-dire de dire qu'ils sont prêts à collaborer avec le régime syrien pour trouver une forme de modus vivendi entre les deux États et de trouver des compromis intéressants, que ce soit économiques, diplomatiques ou autre. Mais on en est au stade vraiment embryonnaire. C'est juste une annonce qui a été faite, une main qui a été tendue par l'Iran à la Syrie actuellement. Est-ce que Damas l'a prise ou va la prendre? Pour l'instant, je doute. Mais tout est possible au Moyen-Orient. On évoque aussi deux idées différentes concernant le maintien, la volonté des Russes de maintenir une présence surtout à Tartous et en même temps de minimiser la présence, puisque cette présence est menacée même à travers la présence des nouveaux alliés, les Ukrainiens. Il y a des coopérations techniques, militaires, de renseignement entre les Ukrainiens et Ahmed Chara. Ils ont même reformulé une demande des Ukrainiens, puisque vraiment cette capacité d'ingérence ils ont exprimé une demande officielle auprès de Ahmed Chara d'éliminer les Russes et de prendre la place des Russes. Ouais. De dégager les Russes de Syrie. Ouais, je sais pas trop quel crédit, quelle importance accorder à ces déclarations-là, qui sont peut-être un mélange de propagande et aussi aussi peut-être un peu du bris ukrainien, bon, qui ont joué un rôle quand même important dans les premiers moments de l'offensive contre le régime fin novembre. C'est vrai, leurs drones ont fait très mal aux positions du régime dans la région d'Alep. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de coopération bilatérale de premier plan entre l'Ukraine et la Syrie? Je ne crois pas. L'Ukraine reste un pays quand même assez petit, en plus embourbé dans une guerre catastrophique. Donc, évidemment qu'ils vont essayer de tisser des liens avec d'autres États, comme ça, surtout si ça peut faire mal à la Russie. En revanche, Ahmed Chara, dès le début, il a très bien compris l'intérêt qu'il y avait à garder une porte ouverte avec les Russes. C'est pourquoi les Russes ont pu rester à Hmeimim sur la côte. Et en plus de ça, information toute récente qui est sortie il y a quelques jours, les Russes ont aussi gardé, donc ça on le savait, une base à Qamishli. Qamishli qui est une ville dans le nord-est de la Syrie. Donc c'est une ville Voilà, c'est une ville arabo-kurde. Donc, où il y a les deux communautés et aussi beaucoup de chrétiens qui coexistent depuis toujours. C'est une région qui a été relativement épargnée par les conflits pendant la guerre. Il y a une base russe à Qamishli. On ne la mentionne jamais quand on parle de la présence russe en Syrie. Pourtant, elle est très importante. Et en plus de ça, les Russes ont commencé à y déplacer du matériel de Hmeimim. C'est-à-dire que les infrastructures militaires russes dans la région de Qamishli sont en train de s'étendre. Peut-être qu'elles sont toujours moins importantes qu'au début de la guerre ou pendant la guerre, mais en tout cas, là, depuis quelques semaines, ils sont en train d'accroître
cette présence-là. Et à mon avis, les Russes ont compris qu'ils pouvaient jouer un rôle de médiateur entre Kurdes et le régime de Damas pour maintenir leur présence ou avoir une légitimité pour maintenir leur présence en Syrie. En plus de ça, ils sont conscients que les Américains sont en train de se retirer de Syrie. Donc on avait 2000 troupes américaines dans le nord-est en janvier. Dès mars-avril, on est descendu à 1500, donc c'est pas rien. Et l'objectif moyen terme des Américains, c'est de quitter la région une fois que les Kurdes et Damas auront trouvé un terrain d'entente pour résoudre de manière durable la question de la gestion sécuritaire des menaces de Daesh dans toute la Jazira jusqu'à Damas, quoi. Voilà. Donc, c'est ce que les Américains, en tout cas, ont émis comme motif pour se retirer complètement, ce que Trump a envie de faire, mais le Pentagone moins. C'est en fait trouver un accord entre les Kurdes et Damas pour pouvoir se retirer tranquillement. Le problème, c'est que les Américains, qu'on le veuille ou non, en fait, ils jouent un rôle de stabilité dans le nord-est, c'est-à-dire que s'ils n'étaient pas là, les Turcs enverraient leurs milices mercenaires et se feraient un malin plaisir aussi à embarquer Ahmed Shara dans l'aventure, et il y aurait un conflit sanglant dans tout le nord-est. Ça représente presque un tiers du pays, mais c'est aussi c'est plus des 3/4 en fait des ressources du pays qui transitent ou qui sont produites dans cette zone. L'eau de l'Euphrate et le blé est produit là, en plus du pétrole. Donc là, on a un trio explosif, et qui explique aussi l'acharnement un peu des Turcs et aussi des ennemis ou des adversaires des Kurdes et tenter à tout prix de limiter l'autonomie des Kurdes et de leurs partenaires dans la région, parce qu'il n'y a pas que des Kurdes aussi qui veulent l'autonomie dans la région. Il y a aussi des tribus, il y a d'autres communautés chrétiennes notamment qui sont intéressées par un projet d'autonomie pour pouvoir en fait gérer leurs affaires sans ingérence de l'État central, quoi. Parce que cette région-là, il ne faut pas l'oublier, je rajoute cette dernière chose, cette région-là a été marginalisée, elle produit le blé, le pétrole, et toutes ces ressources en fait allaient à l'État central et étaient très inégalement sont très inégalement réparties, notamment dans ces populations dans le nord-est. Je vais mettre mon téléphone en silencieux pour pas que ça... J'aimerais bien terminer avec toi concernant le point de vue de plusieurs sources libanaises qui accusent Ahmed Shara de sabotage de retour de la reprise des réfugiés syriens qui constituent un lourd fardeau pour la société libanaise au niveau de la sécurité, au niveau économique, au niveau social, sanitaire et tout. Donc, tu veux dire, qui c'est qui fait de la rétention? Pardon, j'ai pas compris. En Turquie ou en Syrie? Ahmed Shara n'est pas sérieux dans la volonté de faciliter le retour des réfugiés syriens au Liban, depuis le Liban. Ah alors, c'est pas une question que j'ai beaucoup étudiée, je t'avoue. Mais je pense que, bon, de toute façon, il va y avoir une pression libanaise de plus en plus forte pour évacuer. Beaucoup des sources de Hezbollah, il accuse Ahmed Shara de la volonté déguisée d'instrumentaliser la présence des réfugiés pour déstabiliser le Liban, pour déstabiliser la sécurité au Liban et surtout viser Hezbollah. C'est possible, mais j'avoue que j'ai pas vu passer d'informations, comment dire, crédibles sur cette question-là. Donc, il peut y avoir des accusations, il peut y avoir de temps en temps des éléments à tel ou tel endroit limités dans le temps et l'espace. Ce qu'on a vu, par contre, c'est qu'il y a effectivement
des miliciens proches de Damas qui ont fait des opérations à la frontière libanaise, qui ont attaqué l'armée libanaise. C'est quand même assez grave, hein. Donc qu'il y ait en fait des conflits entre le Hezbollah, des milices de la BK, des mafias de la BK, parce qu'il y en a aussi qui faisaient beaucoup de trafic entre la Syrie et le Liban, c'est normal. Mais qu'on vienne s'attaquer à l'armée d'un État souverain voisin, en passant d'ailleurs de l'autre côté de la frontière, comme ont pu le faire certains miliciens syriens, c'est très, très problématique. Et ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Je ne peux pas vraiment rajouter plus sur la question des réfugiés parce que je n'ai pas d'informations sur ce sujet-là. D'après toi, Sylvain, est-ce que tu es pessimiste ou optimiste pour l'avenir de la Syrie actuelle, la Syrie de Ahmed Shara, avec les composants, avec tous ces problèmes, tous ces défis et tout? Mon idéalisme me pousse à l'optimisme. Le réalisme me pousse à, j'ai pas envie de dire au pessimisme, mais à la retenue. C'est-à-dire que tout est possible. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'avec des voisins tels qu'ils ont en Syrie, c'est-à-dire notamment Israël, le Erdogan en Turquie, principalement, mais aussi les pays du Golfe qui vont venir mettre leur grain de sel, ça va être difficile en fait pour le peuple syrien d'avoir la tranquillité rapidement. Moi, j'espère que le développement économique va permettre quand même aux gens de respirer et que sur le long terme, ça va développer quand même une forme de prospérité amenée au développement aussi d'une jeunesse qui n'aura pas connu la guerre et qui pourra penser à autre chose et amener à des réformes, voilà, qui permettent en fait d'avoir un État solide et qui permet à tout le monde de vivre dans la différence et dans la tolérance, quoi. Mais c'est pas pour tout de suite, je pense. Voilà, on va avoir encore quelques épisodes soubresauts, on va dire. On va avoir encore des violences et aussi de la misère, parce qu'il y a beaucoup de misère en Syrie. Et j'espère que voilà, sur le moyen long terme, les choses vont se résorber de manière douce. Merci infiniment, Sylvain. Merci infiniment pour toutes ces explications, pour l'acceptation de l'invitation. Je vous invite, mesdames, messieurs, à interagir avec Sylvain Mercadier et à partager et à soutenir notre chaîne. À bientôt, Sylvain. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir.